Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux 7 enjeux à ne pas perdre de vue pour 2016. Je suis en compagnie pour animer ce webinaire de Gérard Rampeau. Bonjour Audrey. Gérard Rampeau qui est le directeur des programmes de l'École de la Bourse. Donc, nous avons décidé d'organiser ce webinaire en début d'année pour revenir sur les événements qui avaient commencé à marquer l'année 2016. Et on s'est rendu compte, n'est-ce pas Gérard, que 2016 commençait de manière assez mouvementée, ce qui nous laisse penser que peut-être les planètes ne sont pas aussi bien alignées qu'elles ont pu l'être les années précédentes, et donc que cette question tombait à point nommé. Quels sont les 7 enjeux, selon vous, Gérard, à ne pas perdre de vue pour 2016 ? Alors, bonjour à tous. L'idée générale, finalement, aujourd'hui, c'est de revenir sur ce qui a fait les gros titres des journaux financiers, ce qui a fait trembler les marchés. Alors, c'est pas le réveil de la Chine, mais c'est plutôt un semi-endormissement. Donc, la croissance économique en Chine, la croissance économique aux États-Unis qui a l'air de terminer un cycle de 5 ans, avec une zone euro qui se réveille à peine, elle, en termes de croissance économique. Et bien entendu, les conséquences en matière de prix du baril de pétrole, du prix des matières premières. Comme cela ne suffisait pas, bien entendu, nous avons des banques centrales qui ont parfois des politiques divergentes, avec une première hausse des taux en fin d'année par la Fédérale Réserve, elle nous avait bien entendu préparé à cela, et des banques centrales, je pense à la Banque centrale européenne tout particulièrement, qui ont, elles, plutôt envie de maintenir des conditions de taux d'intérêt et de création de liquidités extrêmement généreuses. Alors, tout ça se traduit par une guerre d'échange avec des monnaies qui montent ou qui baissent. Et la guerre d'échange, c'est pas seulement la Banque du Japon qui baisse de 5% son yuan contre dollar, c'est aussi la Banque centrale européenne qui bénéficie d'une baisse de 10% l'année dernière de l'euro contre dollar. Comme si ça ne suffisait pas, bien entendu, Audrey nous l'avait rappelé, il y a eu des conséquences importantes sur les indices boursiers et puis sur les marchés de taux. Et enfin, des questions liées au problème un peu technique de la liquidité, avec cette apparente contradiction des liquidités bancaires abondantes, des liquidités de marché peut-être un peu plus ténues. Donc, ce sont ces 7 enjeux que nous allons ensemble, si vous le bien Audrey, dérouler. Dans un contexte où la révolution de l'inflation zéro est en train de se rappeler à nous, l'inflation zéro, c'est pour la France, l'année dernière, pas d'inflation. L'inflation mesurait un niveau zéro. Donc, ça a des conséquences en termes d'attente pour les consommateurs, pour les investisseurs. Quand vous avez un peu d'inflation, vous êtes finalement incité à passer à l'acte, acheter, investir, acheter un appartement. Quand l'inflation est à zéro ou quand elle menace d'être en dessous de zéro, quand vous êtes en période de déflation, c'est le Japon a connu une période de déflation longue au cours de ces dernières années qui s'est traduite par une baisse du prix de l'immobilier, une baisse des prix des produits, mais aussi une baisse des cours de bourse, une baisse des salaires. Ça n'encourage pas à passer à l'acte, au contraire, on diffère son acte d'achat, un appartement par exemple, parce qu'on attend que ça baisse. Et tout ça, bien entendu, détruit l'activité économique. Donc un peu d'inflation ne nuit pas, trop peu d'inflation, une déflation est extrêmement négative. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau du commerce mondial, des exportations, on s'aperçoit que eh bien, les indicateurs en termes d'exportation sont plutôt mal orientés et que le commerce mondial et les exportations ne se sont jamais aussi mal portés qu'en ce moment, à l'exception de la très grave crise de 2008. Donc nous n'avons plus un commerce mondial florissant qui permet aux uns et aux autres, à la Chine par exemple d'être l'usine du monde et à nos pays développés d'être des importateurs. Donc tout ça ne contribue pas à ranimer la flamme de la croissance économique mondiale. Alors, cette sensibilité aux exportations, elle est forte en zone euro. Et là, l'alignement des planètes que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire un euro faible et donc un potentiel d'exportation important, pourrait être un petit peu contrarié. Elle est plus faible aux États-Unis et pourtant,
la hausse du dollar a contribué à ralentir une partie de l'activité économique, on y reviendra, mais retenons, si vous le voulez bien, que le moteur de l'exportation, il est beaucoup plus fort en zone euro qu'il ne l'est aux États-Unis. D'accord. Alors c'est un début d'année là qu'on a vu très mouvementé et qui pousse les investisseurs à être plutôt pessimistes, à ne pas savoir vraiment comment investir. Est-ce qu'on n'a pas des éléments positifs à prendre en compte au moment d'analyser la conjoncture économique Oui, j'espère bien, parce que le pire n'est jamais certain. Mais je voudrais, avant de, si vous permettez, d'évoquer ces points un peu plus positifs, revenir à quelque chose dont il est beaucoup question. Alors, ça, c'est l'école de la bourse, on essaie de faire un peu de pédagogie. On évoque le produit intérieur brut, c'est-à-dire la création de richesse à travers le moteur de l'exportation, de l'investissement, des dépenses de l'État, et surtout la consommation des ménages. On parie, on essaye de finalement calculer ce pouvoir d'achat, ce PIB, de deux manières. Soit on prend un taux de change de marché, mais ce taux de change de marché, il est finalement relativement, il maltraite les pays émergents. Donc on a décidé de calculer un PIB en parité de pouvoir d'achat. C'est une forme de calcul qui est théorique, bien sûr. On veut équilibrer le coût de la vie entre chaque économie. Vous imaginez bien sûr que tout ce qui concerne le coût de la vie, les services, est bien plus faible dans les économies les moins avancées. Et donc cette utilisation de parité de pouvoir d'achat pour égaliser un peu les uns et les autres amplifie la valeur en dollars américains des PIB chinois émergents. Et non content de cela, voici une comparaison. À gauche, les PIB mondiaux en parité de pouvoir d'achat. Pour faire simple, à gauche, 60% de ce PIB dans les pays émergents, 40% à droite dans les pays anciennement développés. Ça, c'est ce qui sert à nous faire peur, Audrey. Si on veut bien revenir sur le graphique de droite, pardon, où on a remis finalement les parités de change telles qu'elles sont, eh bien, les émergents représentent tout de même 40%, mais les pays développés encore 60%. Donc, n'oublions pas que le moteur économique le plus puissant, il est encore dans les pays développés. Si, bien sûr, cette situation est largement évolutive, les émergents connaissent une croissance rapide, et donc, à un moment donné, on aura des parités de pouvoir d'achat et de parités de change normales qui seront un peu équivalentes. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais on voit bien entendu que les pays émergents se développent rapidement. Si on ramène ces PIB par habitant, habitant, on voit que en dollars américains, c'est 54 000 dollars en termes de PIB aux États-Unis, que ce soit d'ailleurs en parité de pouvoir d'achat ou en parité de change normale, contre à peine 9 000 pour la moyenne des habitants, des citoyens des pays émergents. Donc on a encore quand même un moteur de la consommation, un moteur du PIB par habitant qui est extrêmement important aux États-Unis. Ne l'oublions pas. Donc ceci pour, en quelque sorte, relativiser ce que je vais dire. D'abord, aux États-Unis, bien sûr, on peut considérer qu'une partie de l'économie ne tourne pas à plein régime, que le verre est à moitié vide. C'est particulièrement le cas lorsqu'on regarde une partie des indicateurs avancés, le principal d'entre eux, l'ISM manufacturier américain, qui est passé en dessous de 50, le niveau en deçà duquel il y a une forme de ralentissement économique qui nous est signalée, et lorsqu'on est au-dessus de 50, très clairement comme ici l'ISM des services, c'est que tout va bien dans le secteur des services, il y a de l'activité, on crée des emplois. Donc cet indicateur avancé qui va un peu moins bien, qui est l'ISM manufacturier américain, il souffre, on le voit tout de suite sur les autres graphiques, eh bien, de la trop grande force du dollar qui a en partie freiné le moteur des exportations industrielles. Cela n'aura qu'un temps, mais en tout état de cause, aujourd'hui, c'est bien ce qui fait partie des éléments qui alertent sur l'activité économique américaine. Mais ça, c'est le verre à moitié vide. Il y a heureusement aux États-Unis toute une série d'éléments qui nous montrent que les choses vont quand même plutôt bien, ne serait-ce que sur le plan des créations d'emplois,
qui transparaît à travers cet indicateur retardé, qui est le PMI des services, qui est largement au-dessus de 50, je l'ai dit et je le rappelle ici, ne serait-ce qu'à travers le prix de l'immobilier, où après qu'on ait réussi à finalement digérer l'éclatement de la bulle immobilière des années 2007-2008, on a mis quelques années, et puis le prix de l'immobilier est en train de repartir à la hausse depuis quelques années. C'est plutôt une bonne chose pour le consommateur américain qui se sent plus riche. C'est un effet richesse qui fonctionne assez bien pour lui redonner un peu le moral. Et puis on le voit parce que ça a fait partie longtemps des fantasmes développés ici ou là. Qu'en est-il des crédits Eh bien, le taux, j'allais dire, d'endettement des ménages américains, on le voit sur la diapositive qui est la plus en bas de l'écran, est revenu à un taux très normal. Mmh. Donc, en ce sens-là, on peut dire que les Américains ne sont pas surendettés. Alors, peut-être que les étudiants le sont aujourd'hui, mais l'ensemble de la population ne l'est pas. D'accord. Alors, bien entendu, il y a quelque chose qui est important, c'est les ventes de détail. C'est en quelque sorte la rencontre entre ce qu'on imagine en fonction du moral des ménages que devrait être la réalité de la consommation des ménages, et puis c'est en même temps l'indicateur qui nous dit où on est le principal moteur, qui est le moteur de la consommation des ménages. Et là, comme d'habitude, il faut se méfier j'allais dire, des sauts de puce des ventes de détail, qui à la fois contiennent la consommation normale des ménages américains, mais en même temps les ventes de voitures et la consommation de produits pétroliers. On voit ici sur le cercle rouge, à l'intérieur du cercle rouge, en vert très tendre, très clair, l'évolution des ventes de détail avec les produits pétroliers. Et comme le prix de ceci s'est beaucoup réduit, et bien forcément, on a l'impression que la croissance des ventes de détail s'est arrêtée, que ces ventes de détail se sont beaucoup réduites. Mais quand on analyse, toutes choses étant égales par ailleurs, et en enlevant, par exemple, la consommation dans les stations automobiles, on s'aperçoit que les ventes de détail, elles se portent plutôt bien. Elles sont comparables aux ventes de détail des mois ou des années précédentes. Donc, tout va relativement bien. Et j'ajouterais que avec la baisse du prix du pétrole, qui aux États-Unis finalement dope de manière quasiment totale la consommation des ménages américains parce qu'il n'y a pas beaucoup de taxes, et bien cette baisse du prix du pétrole qui apporte un surcroît de pouvoir d'achat, il est entièrement réutilisé par les ménages américains dans d'autres consommations. Ils ne mettent pas ça sur leur plan d'épargne logement, de toute façon ils n'en ont pas. Voilà. D'accord. Et puis, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est finalement l'optimisme dont font preuve les Américains à travers une enquête qui est très regardée aux États-Unis. C'est une vieille enquête, elle a plus de 60 ans. Elle est faite par l'Université du Michigan. Et cette enquête, elle nous montre le niveau de confiance des consommateurs américains. Ce niveau de confiance est très bien corrélé avec les futurs niveaux de consommation. Et là, pour 2016, finalement, on aurait encore, semble-t-il, une annonce d'une légère augmentation de 3% de la consommation des ménages. Je vous rappelle ici, Audrey, et je rappelle à nos auditeurs que la consommation des ménages aux États-Unis, c'est près de 70% du PIB américain. Donc le moteur principal, il tourne rond encore. Donc on est plutôt sur des nouvelles positives jusqu'à présent sur l'économie américaine. Et il y a forcément ici ou là des éléments qui vont moins bien. C'est vrai qu'on a du côté d'exportation en quelque sorte des éléments plutôt négatifs. La hausse du dollar a freiné les exportations, mais pour les autres moteurs qui alimentent le PIB, la consommation des ménages se porte très bien, merci pour elle. Une partie de l'investissement a pu se réduire au niveau de l'industrie du pétrole, mais on s'attend, par exemple, à une augmentation des salaires, compte tenu finalement du nombre très important de créations d'emplois à temps plein. On n'est plus obligé aux États-Unis de cumuler plusieurs petits jobs pour avoir un revenu. Beaucoup de ces créations d'emplois sont des créations à temps plein et d'une certaine manière, à un moment donné, il va falloir augmenter un peu les salaires. On est sûrement à ce moment-là. Très bien.
Alors, les États-Unis sont peut-être malgré tout, et ce sera un bémol quand même à mes propos, peut-être en fin de période de croissance économique qui a repris quand même en 2010. Ça fait 5 ans avec quelques millions de créations d'emplois et donc une consommation des ménages, un niveau de confiance qui est revenu. Parce que quand vous faites fortement diminuer le niveau du chômage, ben, vous redonnez le moral à l'ensemble de la population et c'est le cas aux États-Unis. En Europe, nous sommes au début d'une reprise économique, peut-être plutôt en début de cycle économique. On le voit ici à travers les graphiques sélectionnés, que ce soit l'évolution des PIB ou que ce soit l'évolution du taux de chômage, extrêmement favorable aux États-Unis depuis quelques années, qui commence à être en zone euro, pas forcément en France, mais en zone euro globalement. D'accord, donc on a d'un côté la locomotive américaine qui serait plutôt en fin de cycle et en ralentissement, et l'Europe qui a plutôt l'habitude d'être derrière en Ouais. forme de wagon, qui Ouais. serait quand même dans une phase d'accélération. Vous êtes en train de me pousser dans mes derniers retranchements. Donc effectivement, la locomotive américaine, elle est peut-être plus sur un taux de croissance de 3%, mais de l'ordre de 2, et l'économie, les wagons européens, et ils arrivent entre 1 et 2% derrière. Donc pour le moment, il n'y a pas de déraillement à craindre. Mais effectivement, on est un peu en fin de cycle chez les uns, peut-être en début de cycle chez les autres. C'est ce que nous venons à nouveau de montrer ici. C'est d'autant plus vrai que ce que l'on appelle communément les indicateurs surprises, c'est-à-dire des indicateurs qui sont supérieurs aux attentes du consensus de marché. Consensus de marché, on prend la moyenne des prévisions, je ne sais pas moi, pour les créations d'emplois, pour le taux de croissance économique de l'ensemble des bureaux de prévision économique. Si le chiffre annoncé est supérieur aux attentes, eh bien, on dessine en quelque sorte un feu vert. Si au contraire c'est un peu inférieur, eh bien, on marque un feu rouge. Comme vous le voyez à gauche, il y a un plus grand nombre de feux verts dans l'économie européenne en termes d'indicateurs bonne surprise, et on a un peu plus de feux rouges dans les moins bonnes surprises dans l'économie américaine. Donc clairement, je crois que la zone euro se prépare à une meilleure période que la zone américaine. En tous les cas, c'est ce que nous laissent entendre ces indicateurs surprises. L'une des raisons pour laquelle la zone euro retrouve donc un peu de punch, c'est bien entendu parce elle a bénéficié cette fin d'année, en ce 2015 et en ce début d'année 2016, eh bien d'une monnaie plus faible contre dollar, on l'a précisé, et ce qui permet donc à nos exportateurs en quelque sorte de trouver un chemin plus dégagé. Et ça, c'est pas la première fois que la zone euro se retrouve en début de période de croissance grâce à sa monnaie. Mais ça, donc on en parle depuis plusieurs mois. Est-ce que ça va perdurer au cours de l'année 2016, a priori? C'est compliqué de prédire les évolutions de change. Lorsque, à chaque fois qu'on a essayé de regarder quelle était la fiabilité des prévisions de change, par exemple des grands bureaux de prévision économique, on s'est aperçu qu'une année sur deux, ils s'étaient complètement trompés, et même en mettant tous les avis des prévisionnistes en matière de prévision de change. Donc, ce qu'on peut simplement rappeler, c'est que ce qui milite pour une hausse du dollar, c'est finalement peut-être un deuxième mouvement de hausse des taux par la Fédérale Réserve. Ceux qui militent pour une plus grande faiblesse de l'euro, eh bien, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des pays exportateurs de pétrole ont l'habitude de replacer les dollars qu'ils obtiennent en vendant leur pétrole en euros pour diversifier leurs réserves de change. Et là, ce qui va pêcher pour l'euro, pour la faiblesse de l'euro, c'est qu'il y a moins de dollars à replacer. Et donc, deux mouvements qui peuvent être contradictoires et qui, pour le moment, je ne sais pas qui va gagner dans le bras de fer entre dollar et euro. Est-ce que le dollar va suivre sa pente naturelle de hausse des taux qui ne s'annonce pas pour tout de suite, semble-t-il, et donc ce qui militerait pour une hausse du dollar? Est-ce que l'euro va continuer à être faiblard alors que, effectivement, il y a moins d'investissement en euros, ce qui militerait plutôt, effectivement, pour qu'il reste un peu faible? On va le voir.
Alors, le verre à moitié plein pour la zone euro, bah, c'est tout simplement le rappel que bah, nous avons un taux de croissance qui remonte, des indicateurs avancés PMI industriels qui sont plutôt bien orientés et somme toute un retour à une croissance de l'ordre de 1,5%, 1,80 qui devrait quand même nous aider en termes d'activité économique. Alors, j'ai conscience du fait que lorsque nos bureaux de prévision économique analysent l'économie réelle, ils utilisent des modèles de prévision. Ces modèles sont linéaires. Or, l'économie réelle est tout sauf linéaire. Hein, ce sont des à-coups sans arrêt. C'est un niveau de confiance, c'est une confiance qui revient ou qui disparaît en fonction de chocs qui viennent de l'extérieur, que ce soit des chocs économiques ou des chocs liés à la géopolitique. Et donc, tout ça est assez fragile. Mais je voudrais simplement rappeler que le niveau moral de la confiance, en quelque sorte, des Européens est assez élevé, et plus élevé qu'il n'a été ces dernières années. Est-ce que ça suffit pour soutenir la consommation des ménages? Est-ce que ça suffit, cette consommation des ménages et cette exportation qui est meilleure, à convaincre les dirigeants de PME ou d'entreprises plus grandes d'investir? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on le voit ici en haut à gauche, les États européens ont recommencé d'une certaine manière à desserrer les craintes qui s'étaient imposées parce que les déficits publics sont un peu plus limités et donc ils investissent à nouveau et d'une certaine manière, la demande publique soutient l'activité économique. Oui, ça apparaît très clairement sur le graphique en haut à gauche. Oui, absolument. Et je crois que cette demande publique, à travers les investissements publics en infrastructures qui sont prévus pour l'année 2016 et l'année 2017, devrait contribuer à soutenir l'activité économique aussi. Très bien. Donc, plusieurs feux verts sur l'économie européenne. Oui. Là, j'en vois d'autres. Et puis, on peut féliciter la Banque centrale européenne d'avoir réussi un premier bon coup, c'est-à-dire de permettre aux États européens de se financer à moindre coût. Parce que le fait d'avoir lancé ce programme de quantitative easing, de création de monnaie, banque centrale, visant en grande partie à racheter des obligations des États européens sur le marché secondaire, contribue à maintenir les taux d'intérêt très bas. Et somme toute, ça permet au Portugal, à l'Italie, à l'Espagne de bénéficier de taux d'intérêt plus normaux. Et donc de faire des économies au niveau voilà, des intérêts à payer à ceux qui achètent des obligations. Donc on le voit au niveau de la création monétaire, on voit aussi que les ménages en Europe sont un peu plus riches. Ils n'ont pas forcément bénéficié d'augmentation de salaire, Audrey, vous allez me le confirmer, pas général en tous les cas, mais ils ont bénéficié, peut-être un peu moins que les Américains, on l'a dit tout à l'heure, de prix du baril de pétrole et des matières premières qui sont plus faibles, et puis avec des taux d'intérêt plus faibles, ils ont eu la capacité de renégocier leur taux de crédit, ou de trouver des taux de crédit à des taux assez sexy. Et ben, finalement, ça leur donne un peu plus de richesse. Voilà, plutôt une bonne chose pour contribuer à investir dans l'immobilier ou à retrouver des marges de manœuvre pour son budget. Tout à fait, et à stimuler la croissance ben voilà, de à la zone. la consommation et pas à travers, bien sûr, l'épargne. Tout à fait. Alors, moi, je résumerai la situation, finalement, dans une sorte de dilemme. Les choses se passent plutôt bien en zone euro. On a des entreprises qui améliorent leurs résultats. On a finalement des fondamentaux qui sont assez bons et on voit ici comment se répartit le chiffre d'affaires des grandes entreprises de l'Eurostoxx. Un tiers de leur chiffre d'affaires en zone euro, intramuros, 20% dans la zone euro, dans l'Europe hors zone euro, un quart aux États-Unis, et puis le solde en Asie et dans le reste du monde. Est-ce que ça suffit à contrebalancer les mauvaises nouvelles que nous recevons ici ou là? Je ne sais pas. Le match et la lutte sont inégales, mais retenons, si vous le voulez bien, un point fort pour la zone euro. Nos fondamentaux pour les entreprises cotées sont plutôt bons. Très bien.
On parlait au début de ce webinaire d'une autre zone géographique qui a attiré particulièrement notre attention en 2015, qui est l'Asie. On en reparle sur cette slide. Je sais qu'on a beaucoup parlé de la Chine et de la forte croissance de ce pays. Qu'en est-il et que doit-on penser de l'évolution de l'économie chinoise en 2016? Oui. Alors, l'année de la chèvre s'achève, c'est l'année du singe. Est-ce que le singe nous fera des sourires? On va voir. Des grimaces très certainement, parfois. En tout état de cause, on a ici une évolution du PIB chinois trimestre après trimestre. Et on voit qu'inéluctablement, même les chiffres officiels nous indiquent un ralentissement. Alors, les chiffres officiels sont à prendre avec des pincettes, bien entendu. On voit sur la droite, effectivement, l'évolution des chiffres officiels et puis les évolutions calculées par d'autres organismes. On n'a pas exactement le même chiffre. Certes, la Chine, pour le moment, ne dispose pas d'un outil statistique public de qualité. Et les dirigeants chinois s'en sont bien rendus compte, qui ont annoncé un certain nombre d'efforts afin d'améliorer en quelque sorte le suivi de leur évolution à travers des cadrans, des statistiques publiques qui doivent devenir des statistiques publiques de qualité. Ce n'est pas encore le cas, mais on est en train d'avancer sur ce plan-là. La Chine, en termes d'exportation, en termes d'investissement, sont plus vraiment les moteurs qui étaient ceux finalement des 10 dernières années, où on avait une Chine usine du monde, qui exportait, qui investissait massivement. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le vieux monde, qui n'est pas encore complètement mort. C'est le vieux monde, et on voit que ce vieux monde, il est contrarié au niveau des exportations par la relative force du yuan, du renminbi, appelez-le comme vous le voulez. C'est la monnaie du peuple. C'est la monnaie chinoise dont les autorités chinoises ont finalement accepté qu'elle remonte contre le dollar, même si ces derniers mois, ils l'ont refait baisser de 4 ou 5%. Mais globalement, ils savent que pour rejoindre le concert des nations avec des économies un peu importantes et des marchés financiers relativement efficaces, il faut réévaluer cette monnaie. Ils l'ont réévaluée globalement au cours des dernières années. Les réformes sont en cours en Chine. On le voit ici sur la partie en haut à droite. Lorsque l'activité économique décline, on a encore la possibilité en Chine, soit grâce à des mesures prises par la Banque centrale, de baisser les taux d'intérêt, de baisser les réserves obligatoires faites aux banques et donc d'améliorer l'accès au crédit, mais aussi de relancer un peu, à travers quelques travaux, investissements d'infrastructures, de relancer l'activité économique. Mais surtout, j'attire votre attention sur le fait qu'en bas, au milieu de notre écran, on voit bien ce qui décline. Ce qui décline en Chine, c'est le primaire et le secondaire. Hein, donc les mines, l'agriculture, ça décline, et puis l'industrie, ça décline. Mais ce qui monte, et c'est la volonté des pouvoirs publics, c'est le nouveau monde qui n'est pas encore né, c'est une industrie, c'est une activité économique qui se relance à travers les services. Les services, je rappelle ici, qui sont fortement créateurs d'emplois. Et donc, effectivement, c'est la crise, d'une certaine manière. La nouvelle stratégie qui vise à beaucoup investir sur les services et à faire finalement en sorte que les services, la consommation des ménages prennent le relais de l'activité économique, des moteurs qui étaient celles des exportations et de l'investissement, eh bien, on est justement dans cette difficile naissance qui nécessite des ajustements et qui nécessite ici ou là que les pouvoirs publics chinois agissent, et ils ont encore les moyens pour, en quelque sorte, réguler ou redonner un coup de booster à leur activité économique si on en a besoin. Donc des changements à attendre, mais pour l'instant, plutôt une vision positive de la capacité du gouvernement chinois à mettre en place ces changements. Oui, moi je voudrais simplement insister ici dans ce tableau à la dernière ligne, sur la dernière ligne, ce qu'on appelle la route de la soie. Qu'est-ce que c'est que la route de la soie? Eh bien, c'est une vision à la fois diplomatique, économique et stratégique
de la Chine, qui a décidé, à l'image de cette route de la soie, de revenir dans le champ international et de faire en sorte entre l'Asie et une bonne partie du reste du monde, on reconstitue à travers des investissements réalisés par les investisseurs chinois dans des infrastructures qui vont servir finalement à faire renaître une industrie classique. Eh bien, grâce à cela, en quelque sorte, on amorce une croissance économique dans d'autres zones, jusqu'en Afrique. Et cette croissance économique, les Chinois espèrent qu'à un moment donné, elle se traduira par la consommation de leurs propres produits. Mais en même temps, c'est pour eux une manière d'assumer à la fois leur responsabilité de grandes nations capables d'investir dans d'autres zones, et en même temps, c'est une vision stratégique pour là aussi être plus influent dans un certain nombre de pays et de zones économiques. Et ça, c'est à moyen terme un élément très important dans le rayonnement politique et économique de la Chine. D'accord. Donc depuis le début de la présentation, ça fait beaucoup d'éléments positifs qu'on a mis en avant. N'oublions pas la réalité. C'est ça, je me mets dans la peau des investisseurs qui nous écoutent. Et je me dis comment rester aussi optimiste suite à l'effondrement du prix des matières premières qu'on a pu observer ces derniers temps. Ouais. Alors, je crois qu'effectivement, on a là à la fois une très bonne et une très mauvaise nouvelle. Une très bonne nouvelle pour les consommateurs des pays consommateurs. Oui. Pour nous, à travers le prix des matières premières. Mais pour la Chine aussi. Mais pour l'Inde aussi, qui sont aussi des pays consommateurs de ces matières premières. Et une très mauvaise, bien entendu, on va le voir ici pour les pays producteurs qui perdent en pouvoir d'achat, qui parfois sont déstabilisés sur le plan politique, économique et social. Mais c'est une réalité, c'est la fin du super cycle. C'est vrai qu'on peut prendre l'exemple de ces différents grands indices, que ce soit sur l'alimentation, sur l'énergie, sur les métaux. On est à la fin du fameux super cycle des matières premières, lequel, comme vous le voyez, en tous les cas quand on prend l'énergie, est en train de retrouver les niveaux des années 2000, avant cette bulle sur le super cycle. Donc on revient finalement à un niveau qu'on a connu. On n'est peut-être pas très loin d'ailleurs du niveau qu'on a connu, et on peut se poser la question de savoir si on ne va pas rebondir sur des niveaux proches de ceux qu'on a connus, même si aussi on est en dessous de 30 $ le baril. Ici, c'est un indicateur de prix des matières premières, c'est pas le prix du baril de pétrole, hein, mais on n'est pas loin de retrouver des niveaux qui ont été un peu déclenchés dans les années 2000, 2001, 2002. Alors, les gagnants, les perdants, en rouge, on a fait figurer ici les perdants, c'est tous les pays producteurs. Sur de nombreux continents, ils sont présents, et en vert, c'est les gagnants, ils sont très nombreux. Dans un premier temps, ça ne nuit pas à la croissance économique mondiale. Dans un second temps, c'est moins sûr, je dirais même que c'est un jeu à somme nulle, parce qu'il y a quand même une grande partie de la demande qui nous est adressée à nous, pays consommateurs, exportateurs, de la part des pays producteurs qui ne viendra plus. Alors, c'est bien sûr la fin de la rente des matières premières pour un temps. Je voudrais simplement insister ici sur deux pays phares que sont des pays producteurs de matières premières comme le Brésil ou la Russie. On aurait pu rajouter le Canada ou l'Australie pour faire bonne mesure et pour montrer qu'il n'y a pas que chez les émergents qu'il y a ce genre de difficultés. Et ça, bien entendu, ça pose des problèmes à la population locale et elle en souffre. Ce début de baisse de la demande des pays émergents, elle s'inscrit ici, hein, elle est de plus en plus prononcée, et donc elle réduit d'autant l'activité économique mondiale. Alors, est-ce que le pouvoir d'achat gagné par les pays consommateurs de matières premières est suffisant pour compenser cette demande qui est un peu affaiblie? C'est sûrement vrai au début, c'est un peu moins vrai au fur et à mesure que le temps fait son œuvre. Alors, le pétrole,
rappelons simplement que la production mondiale est élevée, la consommation beaucoup moins. C'est pas pour autant que la Chine, par exemple, va baisser son niveau d'achat. La Chine, au mois de décembre dernier, a acheté 10% de plus que les années précédentes de pétrole. Quel stock? Elle considère que c'est un actif stratégique et que c'est pas forcément une mauvaise idée que d'acheter un pétrole pas très cher, de le stocker et peut-être soit de le revendre plus tard, soit d'utiliser, soit d'en faire une sorte de garantie lorsqu'elle demande des crédits internationaux. Mais les cours de pétrole, à un moment donné, vont rebondir. C'est ce que nous dit ici le service des études économiques de Desjardins, qui est une des principales banques canadiennes. Ils nous disent que de toute façon, à un moment donné, ça va rebondir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que le prix du pétrole marginal, il a évolué. Ce n'est plus les schismes bitumineux canadiens comme en 2013-14. C'est tout simplement le, le, le pétrole et le gaz non conventionnel américain. Le prix de revient, c'est plus 80, c'est 40 $. Donc, forcément, on est en train de s'ajuster. À un moment donné, parce qu'on va arrêter de produire le pétrole le plus cher, et parce que de toute façon, on va avoir une consommation plus importante de produits pétroliers vu qu'ils sont moins chers. Aux États-Unis, on recommence à acheter des voitures, grosses voitures américaines, enfin, je ne veux pas en rajouter, de pétrole. généralement consommatrices de pétrole. Et donc, à un moment donné, la demande va remonter et on aura un rebond significatif, comme nous le montrent ici ces prévisions du prix du baril de pétrole. On va rééquilibrer l'offre et la demande. Ça va encore prendre peut-être quelques mois. Très bien, donc du côté du pétrole, on devrait voir un équilibre offre-demande qui se rétablit. Par contre, comment est-ce que tout ça peut tenir le coup dans un système économique où les politiques quand même des banques centrales sont divergentes? On l'a bien vu entre les deux banques centrales principales qu'on a beaucoup regardé en 2015, que sont la Fed et la BCE. Ouais. À titre d'illustration, voici ce que nous propose pour notre réflexion une société de gestion qui s'appelle Cambriam et qui nous dit finalement, voici les banques centrales qui envisagent d'augmenter leur taux d'intérêt et voici ce que nous on imagine en termes de nombre de points d'augmentation de taux d'intérêt et voici celles qui veulent baisser leur taux d'intérêt. Comment est-ce que ça tient effectivement? Eh bien, effectivement, c'est le problème de la divergence des banques centrales. Je voudrais simplement rappeler ici que de ce que nous a dit dans sa dernière conférence de presse Janet Yellen, il est hors de question de passer une deuxième hausse de 0,25% en termes de taux d'intérêt sur les Fed Funds américains. Parce que justement, la situation est un peu incertaine, les exportations américaines sont à l'arrêt, on l'a déjà dit, et puis un certain nombre de pays émergents n'apporteront pas leur traditionnelle activité à la croissance mondiale. Donc effectivement, il y aura des divergences. Pour autant, elles ne seront peut-être pas aussi importantes qu'on peut l'imaginer, avec une Fédérale Réserve américaine qui est quand même la plus emblématique des banques centrales, qui nous dit je vais sûrement remonter à un moment donné une deuxième fois le taux d'intérêt, mais pas tout de suite. Attendons de voir comment les choses se passent. Donc, effectivement, divergence, certes, mais j'allais dire dans un certain ordre, en tous les cas, des nuances qui permettent de ne pas trop affoler les marchés. Donc, les taux d'intérêt vont rester bas une période de temps considérablement longue, que ce soit la Banque centrale européenne, que ce soit les Anglais, la Banque d'Angleterre, ou que ce soit nos cousins américains. Je crois que la concurrence sur les taux d'intérêt n'est pas près de reprendre après ce premier mouvement acté en fin d'année 2015. Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît aujourd'hui des taux négatifs en Europe? On rappellera simplement que la zone euro a connu de multiples crises. La crise de 2008, bien entendu, comme aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est défini après. Après, nous avons eu le choc assez long de la crise de la zone euro, et puis nous avons aussi souffert de la crise des émergentes de ces derniers mois. Donc, il faut vraiment stimuler la croissance économique qui
vient de loin. Il faut relever les perspectives d'inflation pour redonner envie aux uns et aux autres de profiter des soldes pour acheter soit des actions, soit des biens de consommation et pourquoi pas de l'immobilier. Et puis, ben, il faut continuer cette ardente obligation d'avoir un taux de change le plus favorable possible. Donc, pour y parvenir, c'est pas si simple. Et je pense à des banques centrales comme la Risk Bank, danoise. Je pense à la Banque nationale suisse, qui ont effectivement pour la Banque nationale suisse une monnaie qui s'est énormément réévaluée en début d'année dernière, un certain 15 janvier 2015, vous en souvenez très certainement, 15% de hausse pour une monnaie qui n'est pas une monnaie d'un pays exotique, c'est quand même assez significatif, et ça vous tue une économie ou ça vous tue une croissance économique si vous n'y prenez garde. Donc, toute la difficulté aujourd'hui de la Banque nationale suisse, eh bien, c'est de proposer des taux j'allais dire des taux d'intérêt le plus faibles possible. Donc aujourd'hui encore en Suisse, jusqu'à 8 ou 9 ans, eh bien, les taux d'intérêt sont à zéro ou légèrement négatifs. Alors, je reviens sur le solde du commerce extérieur dans zone euro, qui se porte plutôt bien, merci à l'euro faible, et qui dope toujours nos exportations. Mais la guerre d'échange a lieu. Et donc aujourd'hui, en quelque sorte, les uns et les autres essayent de voler la croissance des autres. Et donc la grande frayeur au niveau de la Chine aujourd'hui, c'est pas tant l'atterrissage plus ou moins en douceur, le passage de témoin entre une politique usine du monde et une politique consommation des ménages, avec bien entendu le moteur des consommateurs chinois. Non, la grande peur aujourd'hui, lorsqu'on voit à nouveau la banque populaire chinoise faire baisser son taux d'intérêt contre le dollar, on se dit, elle veut voler la croissance des Américains. Mais on dit ça parce qu'ils remontent, ils font baisser de 4 ou 5% leur taux de change. Que dit-on lorsque c'est la Banque centrale européenne qui voit l'euro baisser de plus de 10% contre le dollar? On dit c'est le jeu normal d'échange. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'appréciation à moyen terme, de la dépréciation, par exemple, du dollar, de l'euro-dollar, ou avec un taux de change d'équilibre, ou avec un déséquilibre extérieur cyclique? On a plusieurs méthodes. On peut simplement se dire qu'aujourd'hui, le dollar est très certainement un peu surévalué par rapport à ce qui devrait être sa valeur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va se rééquilibrer et s'affaiblir. Donc, une fois encore, en matière de prévision sur le change, moi j'avoue mon incapacité à faire des prévisions, et je dois dire que cette incapacité, elle se nourrit des études qui ont été consacrées aux prévisions de taux de change. C'est ce qui confine j'allais dire, à l'impossibilité de faire des prévisions sur quelque chose qui est extrêmement sujet à des sautes d'humeur. Quand une banque nationale décide de casser un PEG, un lien fixe qui la lie à la zone dollar, à la zone euro, elle ne vous le dit pas à l'avance. Lorsque vous avez des événements géopolitiques qui font que les marchés ont peur, eh bien, vous ne prévoyez pas à l'avance que les capitaux vont fuir le marché action pour se réfugier sur les valeurs refuges. Et la principale valeur refuge, ce sont par exemple les obligations d'État américaines. Or, pour acheter ces obligations, il faut vendre ses yens, vendre ses yuan, vendre ses euros et acheter des dollars, et donc faire monter la valeur du dollar, parce que c'est un actif qui permet d'acheter des valeurs refuges. Je dois quand même revenir sur ce qui, à mon sens, est le fond de ce que nous venons de vivre. Le mouvement de crack, quasiment 20% de baisse que nous venons de connaître, il trouve son origine dans les créations monétaires, les fameux quantitative easing. N'oublions pas que chaque fois qu'on a eu un problème économique, en 1987, en 1998, en 2000, en 2008, qu'ont fait les banques centrales? Elles se sont transformées en pompiers. Elles ont alimenté avec d'énormes masses de liquidités les marchés. Quand vous alimentez les marchés avec des liquidités, quand vous lancez des politiques de quantitative easing, 3 de suite aux États-Unis, une en Angleterre, une au Japon, une pour la Banque centrale européenne, eh bien, vous faites monter
les marchés, vous faites baisser les taux d'intérêt sur le marché obligataire, donc vous créez une bulle sur le marché obligataire, vous faites monter les actions parce qu'il y a une partie des capitaux qui ne trouvent plus. Quand vous êtes un fonds de pension, vous allez avoir du mal à trouver de la rémunération sur les obligations qui rapportent 0%, on l'a vu. Là, vous allez aller un peu sur les obligations privées ou sur les actions. Donc, vous créez des bulles sur ces marchés-là. Mais comme les choses sont assez visibles, vous avez des gens qui vont dire à leurs clients, nous, oh là là, on va vous proposer une gestion flexible et on va mettre le curseur à 0 sur les actions s'il le faut ou à 100% si la période est faste et si on nous annonce une énième amélioration du quantitative easing européen, par exemple. Et donc pour ça, on ne va pas forcément vendre nos actions, on va acheter des puts, hein, on va acheter de la protection. Et cette protection, en cas d'alarme, de signal d'alarme, on va l'utiliser. Et donc les vendeurs de protection, ils vont être obligés de revendre leurs titres derrière. Donc on a aujourd'hui, et je crois que c'est ce que nous venons de vivre au mois de janvier, une sorte de volatilité puissance 2 qui se rajoute parce qu'on a acheté des options de protection à la volatilité déjà très forte des marchés financiers. Et là, les créations monétaires, la hausse des marchés, la volatilité sur les cours des marchés des actions, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, sont là pour nous le rappeler. Alors, cette volatilité puissance 2, eh bien, elle déchaîne un certain nombre d'événements sur les Standard & Poor's, sur l'indice de Shanghai, sur les marchés de change. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dans ces bulles et ces cracks qui, finalement, un peu comme le réchauffement climatique, on a des événements climatiques extrêmes, on a des événements de marché extrêmes qui vont nous secouer. Et donc, on va passer, d'une certaine manière, assez rapidement, d'une bulle à un crack. Et dans le crack, il ne faudra pas oublier de racheter un peu parce que la bulle, elle arrivera à nouveau derrière. D'accord. Et dans ce cadre de volatilité puissance 2 qu'on a vu depuis le début de l'année 2016, comment anticiper l'évolution des actions? Est-ce que les actions européennes vont pouvoir remonter? Qu'en est-il des actions américaines? C'est une vraie question. Est-ce que les indices boursiers européens vont pouvoir monter alors que les indices boursiers américains nous montrent déjà qu'ils sont un peu arrivés en bout de course? J'ai du mal à le croire. Alors peut-être parce que mon expérience se fonde depuis 1987, date où je suis rentré dans les ordres de bourse, je vous rassure, par simplement l'idée un peu fondamentale que les marchés dominants, les marchés directeurs, sont les marchés américains. Pour le marché action, je crois pouvoir ici rapporter, et mes sources sont indiquées sur la diapositive, qu'en cas de hausse de 1% du Standard & Poor's, l'Eurostoxx monte de 0,36. Et en cas de baisse, eh bien, c'est la même chose en inversé. Le marché obligataire, c'est peut-être encore plus évident. On a le plus grand marché obligataire du monde, qui depuis longtemps est le marché américain. Permettez-moi de rappeler ici que près de 80% des investissements dans l'économie américaine sont financés par les marchés de taux, 20% par les banques. C'est exactement le contraire en Europe. Donc, on le voit ici, lorsque les taux, disons, sont remontés aux États-Unis en cours de l'année 2015, les taux allemands, ils ont suivi. Et pendant combien de temps ne pourra-t-on pas suivre une éventuelle remontée des taux américains? Je crois qu'on aura peut-être souvent toujours un gap, un spread, mais en tous les cas, il y a une force d'attraction sur le marché obligataire américain qui est au moins aussi importante, sinon plus, que sur le marché des actions. Et il en est de même pour les spreads de crédit. On a pu se financer très facilement sur des émissions dites de high yield, c'est-à-dire ces fameuses obligations pourries. On pense à Numéricable, on pense à d'autres opérations, très facilement au cours de ces derniers mois. Eh bien, regardons ce qui se passe sur le high yield américain, il est en train de flamber, il y a des raisons à cela. Une partie du high yield américain a financé des entreprises du secteur du pétrole, et aujourd'hui on est très inquiet sur le secteur du pétrole. Donc effectivement, on voit bien entendu les conditions de crédit partout dans le monde du high yield, des obligations à haut rendement, eh bien remonter. Donc voilà, on suit les marchés américains. Ils sont les marchés toujours dominants. Donc j'ai du mal à imaginer
que si le marché action américain fait preuve de faiblesse, on puisse nous décorréler totalement. Mais je suis tout prêt à le croire si jamais ça se produit. D'accord. Et de toute façon, tant que les banques centrales continueront à arroser le marché de liquidités, ça devrait être plutôt un environnement favorable pour le marché action. On Oui, peut penser ça. oui, mais en même temps, je ne veux pas être en contradiction avec ce que j'ai dit auparavant. Oui, on le voit ici, la base monétaire est mondiale ou des pays OCDE est élevée, mais ça a des conséquences. Mm. Ces conséquences, si on veut bien passer aux diapositives suivantes, Oui, la volatilité. c'est que la volatilité est au rendez-vous. Donc nous vivons dans un monde assez paradoxal où les liquidités, j'allais dire, injectées dans l'économie réelle ou sur les marchés obligataires par les banques centrales sont élevées et où, je voudrais le rappeler ici à nos auditeurs, la liquidité sur un certain nombre de marchés financiers a été réduite pour des raisons, j'allais dire, réglementaires. L'activité que les banques dispensaient généreusement autrefois de teneurs de marché, market maker, est aujourd'hui clairement sanctionnée, ou en tous les cas, il y a un coût élevé en matière de fonds propres, donc il y a moins d'activités de market making, de teneurs de marché de la part des banques, et puis je rappellerai ici que ce soit les banques ou que ce soit les compagnies d'assurance, et les compagnies d'assurance tout particulièrement, ont de moins en moins intérêt à se porter acheteurs en cas de baisse des marchés actions, parce que là aussi, on les oblige à avoir plutôt des obligations d'État et à avoir des fonds propres importants lorsqu'elles achètent des actions. Donc on a, si vous voulez, une réglementation tant bancaire qu'assurance qui est plutôt, qui milite plutôt, qui conduit plutôt à un rétrécissement des acteurs, un moins grand nombre d'acteurs, des capitaux moins importants dans l'activité de contrepartie de marché. Et ça commence à poser des problèmes lorsque j'écoute mes anciens collègues gérants de portefeuille me dire que pour vendre un bloc d'obligations privées, pas public, mais privé, ils mettent plusieurs jours, alors qu'avant, ils trouvaient une contrepartie plus facile. Donc voilà, c'est ce paradoxe assez étonnant de cette liquidité importante qui crée de la volatilité, qui nous crée aussi des bulles, et en même temps, ces liquidités sur les marchés, sur une partie d'entre eux, qui sont plus difficiles à trouver, ne serait-ce que sur les obligations privées, par exemple. Alors, en conclusion, moi j'aime beaucoup cette diapositive qui nous rappelle sur une très longue période, et grâce soit rendue à David Lebris, un éminent professeur de finance, que lorsqu'on regarde de très loin, lorsqu'on part des années 1854 avec des statistiques qu'on a réussi à retrouver dans les archives d'Euronext, on peut reconstituer l'évolution en noir sombre du CAC 40 tel qu'il aurait pu, en tous les cas, donner comme résultat dividendes réinvestis sur les 40 principales capitalisations boursières et celles sur lesquelles il y avait le plus d'échanges. Voilà ce que donne donc l'évolution du CAC 40 sur toutes ces années. Et en gris beaucoup plus fin, le trait fin reprend les obligations d'État à 10 ans, leur performance coupon réinvesti. Voilà deux classes d'actifs que l'on peut très légitimement comparer. Qu'est-ce que nous rappelle ce graphique sur très longue période? Je voudrais zoomer sur deux périodes. La période des années 1980, qui finalement nous montre un pic des obligations d'État à taux fixe, avec des taux qui avoisinent 17%. Quand on est à ces niveaux stratosphériques-là, regardez l'évolution du CAC 40 reconstitué, elle n'est pas très bonne, elle n'est pas très belle à voir. Hein, au mois de janvier, on voit le plus haut de l'année. Et puis, lorsque les taux d'intérêt baissent, parce que l'inflation baisse, on est dans une période de désinflation entre les années 1980 et aujourd'hui. Eh bien, les taux d'intérêt baissent de 17% sur les obligations à 10 ans, les obligations de l'État français à 10 ans, à moins de 1% aujourd'hui, 0,78% avant-hier. Eh bien, qu'est-ce qu'on a on a un marché action qui retrouve toutes ses chances parce qu'une partie des capitaux partent du déplacement obligataire sur le déplacement action. Mais ce n'est pas parce que les taux sont à zéro
Audrey, qu'on gagne systématiquement de l'argent. On voit bien, en quelque sorte, la chaîne des Alpes qui se reconstitue en haut à droite sur ce trait épais et noir, et on est dans ce monde de pics et de creux. Et donc, je sais que c'est compliqué, mais dans les creux, il faut essayer quand même peut-être de faire preuve de, j'allais dire, de beaucoup de courage. C'est au son du canon qu'on achète un peu, et pas au son du violon. Il n'y a rien de nouveau à cela. Lorsque les taux d'intérêt sont faibles et qu'il y a un peu de croissance économique, eh bien, le marché boursier, ici symbolisé par l'indice MSCI Europe, est en positif la plupart du temps, donc au-dessus de zéro. Mais même s'il est en positif, il connaît quelques années négatives, significatives. 2008, par exemple, nous n'oublierons jamais de la rappeler ici. Et même s'il est en positif la plupart du temps, symbolisé par des points rouges, on a un plus bas de l'année. Et à ce plus bas de l'année, effectivement, il ne faut pas paniquer, il faut essayer de ne pas sortir, mais donc ça demande des nerfs d'acier, ce qui n'est pas d'une évidence folle. Alors, je voudrais peut-être rappeler ici en conclusion, avant de prendre vos questions, Audrey, ou les questions de nos auditeurs, que nous avons aussi à rappeler que depuis 35 ans, les taux d'intérêt ne cessent de baisser, permettant aux détenteurs d'obligations à taux fixe, à travers, par exemple, leur contrat d'assurance vie en euros, de bénéficier de très bonnes performances. Mais ce que le marché fait dans un sens, il peut le faire dans l'autre. Quand on arrive à moins 0,78 de taux pour le 10 ans français, le potentiel de baisse est limité. Et qu'est-ce qui se passe si les taux remontent? Eh bien, si les taux remontent, une partie de la bulle obligataire, une bulle confortable, dans laquelle nous vivons depuis plus de 30 ans, pourrait bien se dégonfler, au moins en partie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Gérard, merci d'être venu avec nous sur les enjeux à bien prendre en compte au moment d'investir en 2016, cette année particulièrement volatile, en tout cas en ce début d'année. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui sont en ligne sur ce webinaire, nous allons maintenant passer aux questions. Donc je vois que certains internautes nous ont déjà posé des questions. Allons-y. Donc voilà, la première, on me demande, il s'agit d'Olivier, n'allons-nous pas tout droit vers une japonisation de l'économie mondiale? Merci Olivier pour cette fort intéressante question. Je rappellerai que ce que vous appelez japonisation de l'économie mondiale, je pense que c'est un rappel à la période de forte déflation qu'a connue le Japon. Rappelons les origines de cette déflation, c'est-à-dire cette baisse significative des prix. Nous sommes au milieu des années 80, la bourse japonaise explose en vol. La Banque nationale du Japon, la BOJ, la Bank of Japan, refuse d'aller porter secours aux spéculateurs et se refuse à créer la monnaie pour, en quelque sorte, freiner la baisse du marché action. Quelques années après, elle est obligée d'intervenir, mais c'est déjà trop tard. Celles qui se sont chargées de soutenir les sociétés japonaises qui ne pouvaient plus faire d'augmentation de capital parce que leur cours se traînait en bourse, ce sont les banques japonaises qui, elles, à leur tour, sont affaiblies. Et on enchaîne, parce que la Banque nationale, parce que la BOJ a refusé d'intervenir très vite, on enchaîne des cours des actions qui sont déprimées, des banques qui accumulent des créances de mauvaise qualité, et le prix de l'immobilier qui baisse, les salaires qui baissent, c'est la déflation. Et de cette maladie de longueur, on a beaucoup de mal à sortir. Et M. Abe, l'actuel Premier ministre japonais, a donc essayé, avec l'aide de la BOJ, de sortir le Japon de ces difficultés. C'est pas gagné, et on est en train de se poser la question de savoir si l'activité économique japonaise a encore un potentiel de rebond économique. Donc, est-ce que le monde est complètement menacé de cela? Je ne le crois pas, c'est pas exactement les mêmes mots, dans la mesure où, conscient de cette leçon, chaque fois qu'il y a eu une crise boursière, la Fédérale Réserve américaine et puis ensuite la Banque centrale européenne sont intervenues très, très vite pour essayer de calmer les marchés actions et l'ensemble des marchés financiers, et l'économie réelle, parce qu'on sait que l'économie réelle, elle est aussi très sensible à ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc je ne crois pas à une japonisation de l'économie. Par contre, et ce sera une nuance à ma réponse,
je crois que nous pouvons connaître sur les taux d'intérêt en Europe une période où les taux d'intérêt resteront longtemps voisins de 1%. Et on sait à ce moment-là que ça a des conséquences qui peuvent être dommageables lorsque, effectivement, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire économique japonaise, lorsque les compagnies d'assurance vie japonaises se sont livrées à une sorte de surenchère pour essayer, alors que les taux d'intérêt étaient faibles, de retenir leurs souscripteurs. Elles ont pu annoncer des taux d'intérêt qu'elles n'ont pas été capables de tenir tout le temps, et une partie d'entre elles ont été nationalisées. On a une autre question de Tant mieux. Jean-Michel qui nous demande si la situation politique au Moyen-Orient peut accentuer la volatilité dont on parlait tout à l'heure, et également une deuxième question, si l'arrivée du pétrole iranien sur le marché peut diminuer le prix du baril. Alors, la réponse est assez évidente. Elle est dans la question, la première question. Oui, bien sûr que les événements géopolitiques ici ou là, que ce soit d'ailleurs au Proche-Orient, que ce soit en Asie, où on a un président sortant de Taïwan qui s'agite beaucoup, ce sont des éléments qui ne sont pas propices à calmer les esprits. L'arrivée du pétrole iranien, bien entendu, dans un premier temps, il devrait lui aussi avoir une influence assez significative sur, à nouveau sur le prix du pétrole, même si c'est arrivé, elle est tellement annoncée qu'elle doit plus ou moins déjà être dans les cours. Alors, est-ce que les pays producteurs sont capables de faire face ensemble? Aujourd'hui, ça paraît très improbable, mais ce n'est pas la première fois qu'on aurait des surprises quant au prix du pétrole. Donc, moi, je suis prêt ici à parier sur un rebond du prix des pétroles au cours de cette année 2016. Ça paraît tellement improbable et les vecteurs du secteur pétrolier sont tellement peu chers que bah, c'est le saut du canon. Et ça ne sera pas forcément gagnant en 2016, mais ça sera gagnant un peu plus tard. Voilà. Mais la question est intéressante, mais je crois qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui est déjà dans les cours pour l'Iran. Une dernière question. Oui, Merci pour la Gérard. route. Une dernière question, oui, avant de conclure ce webinaire. Que peut-on attendre de la Fed en 2016? Ah, eh bien, beaucoup de prudence. Je crois que la Fédérale Réserve nous a, j'allais dire, habitués, à prévenir, à préparer ces différentes actions. Donc, c'est tout le travail d'annonce faite à l'avance. Attention, je vais monter mes taux, mais ça sera très faible et je vais regarder ce que ça va donner après. Donc, on annonce ce qu'on va faire. Hein, on est loin de l'année des années précédentes, 1995 par exemple, 1994 pardon, où on avait eu effectivement pas suffisamment d'annonces de la part de Greenspan, donc et ça avait entraîné un krach obligataire, donc on n'en est plus là du tout. La Fed elle a pris. Alors ce qu'il y a de nouveau dans la Fed, c'est qu'on a changé 4 de ses membres aujourd'hui, qui sont annoncés comme étant beaucoup plus faucons, c'est-à-dire qu'eux, ils sont prêts, ils poussent à en quelque sorte revenir à une politique monétaire classique, c'est-à-dire redonner des munitions à la Fed en ayant des taux d'intérêt plus hauts, susceptibles d'être abaissés en cas de rechute économique. Mais on peut compter sur Janet Yellen, qui est plutôt, elle, une colombe, pour essayer de calmer le jeu et de convaincre les uns et les autres qu'il faut prendre du temps, donner du temps au temps. Donc moi, je crois qu'on peut toujours s'attendre de la part de la Fed à une grande prudence, avec une analyse très fine de ce qui se passe, mais on rappellera quand même ici que le mandat de la Fed, c'est pour l'activité économique aux États-Unis. Et c'est d'abord ça qui va compter. Si le verre à moitié plein des États-Unis permet de garder un certain niveau de croissance économique, eh bien, ils passeront une deuxième hausse des taux. Et puis, on verra pour la suite, mais ils le feront avec beaucoup de précautions, pas seulement oratoire, mais aussi, bien entendu, avec tous les outils, toutes les statistiques qui peuvent leur permettre de se rendre compte de la vitesse de l'économie américaine. Est-ce qu'elle est suffisante pour supporter un deuxième petit coup de frein
avec une deuxième hausse de taux de 0,25%. Nous le saurons plutôt en fin d'année qu'en milieu d'année. Et en tout état de cause, je pense qu'on peut, là encore, faire confiance je dirais, à la capacité de bien comprendre ce qui se passe dans une économie des banquiers centraux américains. Merci Gérard d'avoir Merci Audrey. éclairé notre compréhension de l'actualité macroéconomique. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est terminé pour ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain programme de formation gratuit qui se prépare. Vous pourrez le découvrir à partir du 8 février. C'est un programme qui allie la théorie et la pratique et qui vise à vous former à l'investissement boursier et qui a été élaboré en partenariat avec différents experts de l'investissement boursier, tels que l'École de la Bourse, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, BFM Business, Bourse Direct et Euronext, et qui a reçu le soutien également de l'Autorité des marchés financiers. Vous en saurez plus très prochainement et très prochainement en vous rendant sur le site Objectif Bourse, donc www.objectifbourse.fr. À très vite. Au revoir. Donc à bientôt sur Objectif Bourse. À bientôt sur Objectif Bourse.